Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à Caribde pour les palabres autour des arts, Xème épisode, puisque ça fait quand même maintenant un certain temps que les palabres viennent régulièrement à Caribde et c'est toujours un plaisir. Notamment ce soir c'était un peu sur mesure pour nous parce que à Caribde on est quand même assez connu pour notre penchant pour la science-fiction et palabres et science-fiction, bah voilà, on a un peu supplié pour que ça se passe ici. Donc ça n'a pas été facile d'établir une liste parce que mine de rien, le titre, il n'y en a pas tant que ça. Et du coup, voilà, je suis vraiment super curieuse de savoir ce que vous en avez pensé et de pouvoir voilà, en parler. Et puis, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la formule des palabres autour des arts, ils ont commencé une équipe de chroniqueurs de choc à parler d'une sélection de livres autour du thème science-fiction et littérature graphique. Et deuxième partie, on reçoit Captain pour son Chant des possibles. Chant des possibles. C'est de la poésie, ça va être une interview. Et en troisième partie, le piment dans la bouche des palabreurs. On discute avec vous, ça part en n'importe quoi en général, mais c'est toujours hyper intéressant et assez passionnant. Donc on a toujours hâte. Voilà, à vous. Merci beaucoup Anaïs. Merci encore une fois à Caribde. Ça fait voilà, très fidèle aux palabres et les palabres très fidèles à Caribde. On est toujours heureux de venir ici. Merci à vous d'être là. Beaucoup de nouvelles têtes, beaucoup de têtes connues. On a choisi de faire dans la science-fiction et l'heroic fantasy, dans l'imaginaire d'une manière générale. Et c'est vrai que, comme a dit Anaïs, on a eu un peu de mal à trouver des titres. On en parlera en troisième partie. Peut-être que ça veut dire quelque chose sur les Afriques. Donc les littératures dont on parle, ce sont les littératures des Afriques, comme vous avez compris. Donc c'est un terme volontairement vague pour qu'on puisse y mettre un peu tout ce qu'on veut dedans. Même l'Inde, on met dans les Afriques. C'est fait exprès. Donc ce soir, il y a Célia, il y a Grace, il y a Virginie et à moi. Et les livres dont nous allons vous parler ce soir, il y a Sous d'autres soleils de Mike Resnick, Lauren Bucks, sud-africaine, Zoo City. Il y a même un deuxième ouvrage qui est de l'autre côté, qui est Boxyland. Il y a, oui, ça c'est juste, il y a le Waberi aux États-Unis d'Afrique. Je tiens à signaler qu'aux États-Unis d'Afrique avait été Africa Paradis, qui était à peu près le même thème, avec monsieur Émile Abosolo qui avait été dans le film. À l'époque, je l'avais vu, je me rappelle. Ah oui. Oui, tu te rappelles? Ah oui. C'était Africa Paradis et c'était un peu sur le même thème. Je connais ce visage. Oui. Il y aura les chroniques de l'Empire Tout, qui était pour moi une étrangeté. C'est de l'heroic fantasy écrit par un Africain, un Congolais. Donc on vous en parlera. Ah oui, et il y a le René. Du sieur Disease ex la peste, auteur et rappeur. Il a chroniqué dans les palabres. Oui, ça revient pour la deuxième fois, on en a déjà parlé il y a 2 ans quasiment, quand on parlait d'urbanité. Donc on revient une nouvelle fois avec Disease la peste. Donc on va démarrer rapidement avec Célia. Célia qui va nous parler de Lauren Bucks, Zoo City. Alors, je vous montre la couverture, c'est très important parce que la couverture a reçu un prix de la meilleure couverture. Voilà, alors elle est très particulière, on voit un petit peu des plumes d'oiseaux, on voit des animaux et les lettres Zoo City. Alors Zoo City, c'est le quartier, je prends mes notes parce qu'il est très complexe ce roman. C'est le quartier de Hillsborough. Donc Hillsborough c'est à Johannesburg, mais c'est un quartier fictif dans une ville fictive. Et en fait, dans ce quartier, donc Hillsborough, il y a le Zoo City. Et le Zoo City, c'est un endroit où sont parqués des anciens criminels qui sont animalés. Donc on les appelle les animalés parce que en guise de peine, donc non seulement ils ont fait de la prison, mais en guise de peine, ils ont aussi reçu l'obligation de vivre, de porter un animal toute leur vie, à toute heure de leur existence. Alors les animaux choisis sont très particuliers. Il y a une mangouste, donc ce sont des animaux en général assez horribles, et qui font peur, assez monstrueux. Il y a la mangouste, il y a le paresseux, donc ce singe qui a la face complètement écrasée, des animaux un peu inquiétants. Donc globalement le climat est très inquiétant, très inspiré des ghettos urbains,
qu'on trouve en Afrique du Sud. Parfois c'est même apocalyptique, il y a des références au tableau de Jérôme Bosch par exemple. C'est très très sombre comme climat. Alors ces animalés, il y a plein de légendes sur le fait qu'ils aient comme ça en héritage un petit peu cet animal à porter tous les jours. Donc il y a plusieurs légendes et parmi les légendes il y a le patient zéro, ce serait un Afghan qui s'est promené avec un pingouin au milieu des années 80, un petit peu partout dans le monde. Et en fait c'était un seigneur de guerre, mais tout le monde le connaissait parce qu'il se promenait partout avec un pingouin. Le pingouin avait un gilet pare-balles pour aller à la guerre et tout ce qu'il faisait, le faisait avec le pingouin. Donc on dit que l'épidémie ou le sortilège, on ne sait pas trop ce que c'est, date de la moitié des années 1980 et après ça s'est répandu dans le monde le phénomène. Donc c'est pas propre à l'Afrique du Sud. J'ai oublié de dire que Lauren Bucks est sud-africaine. Alors, ce qui va se passer avec ces animaux, c'est qu'il y a certaines personnes comme les Tsotsi, qui sont des criminels, des bandits en fait, des voyous, vont se servir de leurs animaux pour par exemple kidnapper des gens, provoquer des attaques. Il y en a certains qui ont quand même un guépard, un cougar comme animal, certains ont un oiseau, donc ça dépend des animaux, mais certains ont des animaux puissants. Et du coup, il y en a pour qui la criminalité va être renforcée, il y en a qui vont avoir un rapport assez fusionnel et presque anthropomorphique avec leur animal. Donc c'est le cas de la mangouste. La mangouste, en fait, parfois on a l'impression, toutes les phrases commencent par la mangouste. La mangouste me regarde étrangement. Vous voyez? Donc tout d'un coup, c'est plus le criminel qui est humain, c'est l'animal qui est humanisé. La frontière est très très floue. C'est assez inquiétant aussi, tout autant que le cadre apocalyptique. Alors l'histoire, pour vous raconter l'histoire, mais pas la fin. Donc l'histoire, c'est l'héroïne s'appelle Zinzi. J'allais dire Wednesday. December. Zinzi Wednesday. Non, Zinzi December. Donc en fait, elle a été accusée d'avoir été complice du meurtre de son frère. Elle s'est retrouvée en prison et c'est elle qui porte le paresseux. Donc sur ses épaules, dans un panier, toute la journée, elle a ce singe étrange à la face écrasée. Et en plus de cette charge d'animal, c'est là qu'intervient la magie. Et c'est pour ça qu'on n'est pas dans la science-fiction, mais dans la fantasy, qui n'est pas le même registre. La magie intervient dans la mesure où cet animal va apporter un pouvoir, un talent particulier chez le porteur d'animal. Donc elle, son talent, c'est de retrouver des objets perdus. Elle approche les gens, j'approche Joss, et là je vois un nuage avec des fils. Elle perçoit les fils des gens, au bout de ces fils, il y a des objets qui ont été perdus sous le sol de la ville, qui ont été perdus dans un autre pays. Elle arrive à visualiser où sont localisés les objets. Elle refuse, donc c'est comme ça qu'elle vit. Elle propose aux gens de retrouver les objets qu'ils ont perdus. Elle refuse de retrouver des gens. Elle refuse de retrouver de la drogue. Elle est finalement engagée par un couple de producteurs pour retrouver une jeune chanteuse qui a été kidnappée, disparue, qui a fait une fugue, on ne sait pas où elle est. Et très métaphoriquement, j'interprète cette quête de cette jeune fille comme une quête de l'innocence perdue de la ville, puisque cette fille, en fait, tout le monde veut la retrouver pour la protéger de la ville. On se dit, si elle va un peu dans la ville, elle risque de se faire corrompre par les gens et de tomber dans le vice. Et elle n'est pas animalée. Donc elle a encore la vertu en elle. Et très allégoriquement, on pourrait dire que c'est une quête de la vertu, en fait, de quelque chose qui pourrait sauver l'esprit de la ville. Alors, pour vous donner simplement mon impression de fin, j'ai été... Avant que tu donnes ton impression, je voudrais que... Oui, Grace d'accord. intervienne. Et ensuite, tu me diras ce que tu penses. Non, mais j'aurais préféré qu'elle donne son impression d'abord parce que pour qu'on puisse avoir une discussion assez intéressante. Bon, j'ai pas vécu le livre comme elle. Disons que j'ai pas vécu le livre comme elle, mais c'est un livre que j'ai trouvé particulièrement intéressant d'un point de vue anthropologique, parce que c'est un bouquin, c'est un ouvrage où on ne va pas seulement trouver une histoire, elle va agrémenter son livre de passages qu'elle bien entendu inventés, mais de témoignages de personnes animalées. Elle va l'agrémenter d'articles de journaux, d'articles parus de critiques de cinéma, etc. Donc c'est un livre dans lequel on se projette totalement, on s'imagine totalement que ce qui arrive dans ce livre, c'est un vrai monde, c'est un vrai monde. Réel. On se projette vraiment dans ce monde, on se reconnaît dans les références, on se sent proche. C'est exactement comme lire des témoignages réels de gens qui vivent en prison, qui sont drogués, qui ont assassiné des gens. C'est tellement réaliste en fait que on entre dans le livre. On entre dans le livre assez rapidement et je sais que Joss et moi avons un avis différent. C'est pour ça que je voulais ton avis. Je vais encore donner mon avis. Voilà. Donc, parce que moi, Je peux le changer. si je devais donner un avis sur ce livre, c'est que c'est le livre de toute la sélection que je ne voulais pas lire.
Je l'ai trouvé, je suis allée à la FNAC, j'ai regardé la couverture, je vois une couverture comme ça, bon, effectivement, elle a reçu un prix. Moi, personnellement, elle ne m'engageait pas du tout. Après, on ne juge pas un livre sur sa couverture, très bien. Je sors le livre du rayon, je tourne, je lis le résumé. Qu'est-ce que je lis comme résumé? Ah, des personnes qui ont la charge d'un animal, ils sont criminels, la vie, les machins, la vie, les trucs. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces romans qui nous ont encore trouvés pour les palabres? Moi qui étais motivée pour acheter un bouquin pour une fois, qu'est-ce que c'est que ça? Je l'achète pas, ok? Je l'achète pas, machin. Heureusement, Joss, la semaine dernière... J'ai forcé la main. Heureusement, Joss, la semaine dernière, me donne le livre. Je l'ouvre, première page, sans exagérer, première page, je lis. Et je me rends compte, dans le train, je me rends compte que j'ai tourné les pages sans m'en rendre compte. Je suis entrée dans le livre, moi, avec tous les a priori négatifs que je pouvais avoir, je suis entrée dans le livre comme ça. Et pas que je ne pouvais pas m'en détacher, mais j'ai été impressionnée par la facilité et la facilité avec laquelle l'auteur nous a entraînés dans son monde, la facilité avec laquelle elle l'a rendu réaliste, la manière dont elle a amené les personnages des animalés. Pour moi, elle s'inspire clairement de Pullman. Célia, où je sais qu'elle était un peu moins enthousiaste, on va dire. Ah oui, moi j'ai trouvé ça vraiment malsain. Voilà, ça a été très violent comme lecture. Je suis absolument pas rentrée dedans. Par contre, ce que je dois reconnaître, c'est que c'est un grand roman. Donc si je dois le recommander, je vous le recommande. C'est un grand roman. La traduction est magistrale, donc j'imagine le lire en anglais ce que ça doit être. Et c'est vrai, la qualité, en fait, l'insertion de cette fausse documentation qui est complètement fictive. On a des témoignages. Ça nous permet de savoir ce qui se passe en fait. On a même le chapitre 19, c'est quand même une fiche étymologique du machavé. Le machavé, c'est l'espèce d'esprit de l'animal qui rentre dans le criminel et qui lui donne un super pouvoir. Mais comme si ça existait. Et il y a un documentaire d'ailleurs sur le Seigneur de guerre. Oui, c'est très drôle ce passage. Il y a une fiche cinématographique, une fiche documentaire sur un documentaire sur le Seigneur de guerre afghan qui s'est promené avec son pingouin partout dans le monde. Et on a l'impression qu'avec l'avis des lecteurs, avec le forum, et puis les lecteurs qui notent, qui évaluent le film, oui, mais c'est un travail d'écriture. Et c'est vrai que j'étais surpris par le ressenti de Célia qui est assez simple, parce que moi, honnêtement, c'était un vrai coup de cœur. Ah, moi aussi, c'était un vrai coup de cœur. Mais même le côté des animalés, parce que les animalés, l'aspect déjà un peu justement fantasy, comme tu dis, c'est que l'animal leur apparaît le lendemain de leur crime. Ils ne choisissent pas l'animal. Si tu fais un crime, le lendemain, il apparaît devant ta porte. Et on ne peut rien y faire. On ne peut pas le tuer parce que quand vous tuez l'animal, vous avez... C'est même pas que vous mourrez. Ils appellent ça le contre-courant. C'est une espèce de trou noir qui vous absorbe. Donc tous les animalés ont une peur monstrueuse que leur animal meure. Donc ils font tout pour que l'animal ne meure pas. Et donc chacun d'entre eux a une espèce de talent, plus ou moins caché. Puis il y a des animaux, il y en a un, il a un papillon. Et en fait, le papillon lui permet de rentrer dans la peau d'autres personnes. Et lui, il est en prison. Donc en fait, tous les soirs, grâce à son papillon, il vit la vie d'autres personnes. Et pour lui, il est en prison, mais il est bien. Parce qu'en fait, tout le temps, il est dehors. Et en plus, là où c'est drôle, il explique qu'en prison, même si vous aviez été un caïd, le plus grand de tous les caïds, si vous avez le malheur d'être animalé mettant un rat, vous arrivez en prison, de toutes les façons, vous n'êtes rien. Parce qu'évidemment, il y en a qui sont animalés à des cougars, il y en a qui à des tigres, à des ours, donc il y a des animaux qui sont très forts. Et donc en fait, en plus, il n'y a pas de logique sur l'animal. Ils n'arrivent pas à savoir pourquoi on hérite d'un babouin, pourquoi on hérite d'un tigre. Et c'est là que, excuse-moi de te couper, c'est là que je suis en désaccord aussi avec Célia, c'est que les animaux ne sont pas toujours inquiétants. L'animal est... L'animal arrive comme il est. Il y a des moineaux, il y a des chiens, il y a des oiseaux. Donc pour moi, c'est pas inquiétant. Je pense que tu l'as vécu un peu dans toute cette ambiance et je ne sais comment. Certes, l'ambiance est un peu... Elle n'est pas macabre. Disons qu'elle est assez sombre parce qu'on est dans les ghettos, on est dans les townships, on est dans tout ça. Donc l'ambiance est assez sombre. On est avec les junkies tout au long du roman. On est avec des junkies, des drogués, des je ne sais quoi. Mais c'est vrai que je peux comprendre Célia parce que ça va de plus en plus dans le glauque, surtout sur la fin. C'est quand même très glauque. Non, mais il y a glauque et glauque. Et en fait, bon, c'est vrai que cette lecture ne conviendrait pas, à mon avis, à des gens qui préfèrent le fantasy plus fantastique, plus, disons, avec des personnes, enfin que le monde magique soit moins glauque, parce que là, quand même, la magie est reliée à des crimes. Et puis, je ne suis pas très d'accord que ce soit de la fantaisie, parce que là, on est vraiment plutôt dans un univers, c'est un SI, c'est-à-dire que c'est une espèce de monde, on est dans le présent, on n'est pas dans le passé, c'est pas une reconstruction du passé ou du futur, c'est un présent qui est
imaginer différemment. Vous voyez, dans les Superman, il y a Superman Terre 6, Terre 607, Terre... Donc c'est des réalités alternatives. Et elle nous met dans une réalité alternative, ce qui est intéressant, où il n'y a pas d'apartheid. Les gens vivent, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, ils vivent tous ensemble. Donc elle a enlevé cet aspect apartheid et nous met simplement l'Afrique du Sud dans un moment où il y a une ségrégation par rapport aux animaliers. Parce qu'à partir du moment où on a fait quelque chose, quand on porte un animal, tout le monde voit que vous avez été criminel. Et donc pas évidemment, criminel, vous avez dit que vous avez un crime de sang. Donc évidemment, dans la rue, tout le monde vous voit. Donc il y a des questions d'insertion, de réinsertion. Comment on fait pour retrouver une vie quand on porte un animal où tout le monde sait. Et à l'inverse, elle parle d'un rappeur très célèbre qui a un animal qui a un chacal ou en tout cas une hyène. En tout cas, et en fait, on se rend compte que c'était un fake. Il n'a jamais été animalé, mais pour se donner des airs de dur, il a pris une hyène. Donc voilà, c'est un booba quoi. Mais c'est de la science-fiction, c'est quoi finalement? C'est de la fiction. C'est de la fiction. C'est pas de la science-fiction. Le genre de la fantasy vraiment se définit par en fait le fait qu'il y ait de la magie, mais il n'y a pas l'existence des moldus comme dans Harry Potter. C'est pas de l'héroïque fantasy. C'est normal en fait. Il y a de la magie partout et c'est complètement normal. Mais je pense qu'il mélange plusieurs inspirations. Il y a aussi le thriller. Il y a un côté polar, il y a un côté roman noir. Côté polar là-dedans. Et il y a autre chose. Alors par rapport à ton introduction qui était très intéressante, ton introduction de la palade tout à l'heure, on lit une écrivaine sud-africaine et c'est vrai, comment peut-on ne pas se dire, est-ce qu'il y a une allusion à l'apartheid? À un moment, il y a des non-animalés qui sont en train de se dire, il y en a marre de croiser les animalés au bout de chaque rue, on voudrait maintenant qu'ils aient des laissez-passer pour circuler dans la ville. Donc c'est difficile avec la conscience qu'on a de l'histoire de l'Afrique du Sud. Mais moi j'ai trouvé ça justement intéressant on a parlé, on a fait une spéciale Afrique du Sud où on a chroniqué des Nick Mulongo, des gens qui, disons une écriture d'Afrique du Sud actuelle, contemporaine, qui ne repart pas systématiquement dans l'apartheid, qui n'en parle quasiment jamais. J'ai pas vécu le livre comme l'apartheid, j'ai juste vécu le livre comme l'exclusion de criminels en fait, de par leur animal, mais là, je pense pas que son but était qu'il y ait un parallèle. Ça fait partie de son propos en fait. C'est pas que ça, c'est pas le centre du livre, mais ça fait partie de son propos. On l'a reçu en mai dernier. Je crois, pour en parler justement de celui-ci et puis de Moxyland. Et dans les deux, en fait, elle trace une ligne entre ceux qui sont admis dans la société et ceux qui n'y sont pas. Et forcément, il y a une référence quelque part à l'apartheid. Et juste pour finir, moi, en tant que Congolais, j'étais particulièrement heureux parce que je pense qu'elle doit avoir des amis très proches congolais. Mais t'as pas lu la fin? Non, j'ai pas vu. Parce que la fin de la famille de Benoît. Oui, la famille de Benoît. Déjà, Benoît, c'est un Congolais. La fin, là où elle remercie, les remerciements. Elle remercie les gens. Je lis pas les remerciements. Ah bah, tu devrais. Des fois, c'est intéressant. En tout cas, quand son personnage de Benoît, qui est Congolais, et surtout, Nzinzi, pour ceux qui savent, c'est une chanson. C'est une chanson de Kester Emenea. Où il fait beaucoup référence en fait à des choses qui sont des choses congolaises. Donc moi j'étais particulièrement content de savoir. Elle aime les Congolais. Il y a du lingala, il y a des termes en lingala là-dedans et tout ça. Mais enfin... L'impérialisme congolais quoi. Je recommande. C'est mon expérience personnelle. Avec des bémols, mais elle le recommande pas mal. Moi je dis que vraiment pour tous ceux qui aiment un peu ce genre d'univers, il faut se lancer. Je dis vraiment que je suis désolée, mais la personne qui a écrit ce résumé n'était pas... Le quatrième de couve était... Il ne faut pas dire que quelqu'un est nul, mais disons que vraiment ça n'a pas été... ça ne reflète absolument pas le génie du livre. Absolument pas. Moi pareil, donc franchement je recommande vraiment, moi c'est un vrai gros coup de cœur, j'ai adoré lire ce livre. Bon, grâce c'est difficile, si elle dit qu'il y a du génie, c'est que... Voilà. Donc voilà, Zoo City de Lauren Bucks, sachant qu'il y a un second Lauren Bucks qui est juste à côté, qui est Moxyland. Voilà, les deux sont pas liés du tout. Hein. Il y en a même un troisième. Et il y en a un troisième, mais là qui se passe aux États-Unis et qui est vraiment plus dans une veine américaine pour le coup. Ah oui, et j'ajoute que Zoo City est en post-production, donc le film va sortir en 2015. Cette année. Voilà. Allez-y, avant que le film ne sorte, lisez le livre, il est très très bien. On passe à Virginie. Oui, avec donc René de D6 qui n'est donc, tu nous le disais, malheureusement plus disponible. Donc bon, peut-être... Ce qui m'étonne d'ailleurs. Ce qui est dommage, ouais. C'est un bon livre.
après, il y a peut-être un système de pétition de lecteurs qui peut se mettre en place. Il a repris une des chroniques que j'ai faites là-dessus sur son Twitter et autres. Parce que j'ai vu d'un coup comme ça les nombres de vues exploser. Mais je pensais pas qu'il était... Oui, je me suis posé des questions, mais je pensais pas qu'il était plus disponible, c'est dommage. Donc vas-y, mais moi non plus, je ne savais pas. Donc en fait, donc, je ne sais pas si vous avez lu ce roman ou pas encore. En tout cas, c'est le deuxième de This Is, puisque le premier, il l'avait publié sous son vrai nom. Il s'intitulait ce roman-là « Les derniers de la rue Ponty ». Et je voudrais juste parler du premier roman parce que celui-ci est quand même très très différent, puis après reprendre le thème. Le premier roman, Les derniers de la rue Ponty, se passe au Sénégal. Bon, d'ici, son père est sénégalais. Enfin, il y a une part toujours autobiographique hein, dans ses écrits, comme dans ses chansons d'ailleurs. Et dans Les derniers de la rue Ponty, il y a cette quête quand même de l'origine du Sénégal, d'un père qui ne connaît pas, qu'on va retrouver avec le personnage de René, puisque même si il n'est pas sénégalais, son père est possiblement malien, mais c'est un personnage qui est à la recherche de son père aussi. Mais surtout, ce qui est très très différent, c'est que dans Les derniers de la rue Ponty, en fait, il y a, je crois, des thèmes qui se retrouvent vraiment très très forts dans les chansons de This Is et dans ce premier roman-là, des thèmes qui peuvent passer parfois inaperçus, mais quand on écoute et qu'on aime bien, c'est des choses qui peuvent parler, la foi, la rédemption, l'amour presque courtois du terme, hein, parce qu'il s'agit d'aller sauver des jeunes femmes, un petit peu en perdition dans le premier roman, etc. Donc avec René, on change complètement d'univers. Alors on n'est pas du tout dans la science-fiction, pour autant, on est dans une forme d'anticipation. Oui, on est dans l'anticipation. Avec un SI qui malheureusement se rapproche, puisque le thème du roman, le roman se passe en 2017, donc on est dans une légère anticipation là, par rapport à notre vécu aujourd'hui, et Marine Le Pen est au pouvoir. Et elle met en place une série de mesures politiques et une de ses premières mesures, c'est la francisation des prénoms. Et c'est pour ça qu'on a notre jeune personnage qui s'appelle René au lieu de s'appeler Youssef. Cette assimilation forcée, hein, elle est d'entrée présente finalement avec le titre dès qu'on commence à découvrir le personnage. Alors, par rapport à la trame narrative, bon, je vous ai déjà dit un petit peu, cette quête-là, finalement, de ce jeune, je crois que ce qui est le plus frappant, en tout cas, moi, j'ai hâte d'avoir votre avis, parce que j'étais pas là il y a 2 ans pour écouter ce que vous aviez à dire dessus, mais c'est qu'il me semble que c'est vraiment, là, pour le coup, This Is renoue quelque part avec quelque chose que moi, j'aime beaucoup dans ces textes de rap, qui est son côté très chroniqueur, en fait. On a le portrait d'une jeunesse dont il ne cesse de s'interroger sur ce qu'on va faire d'elle, hein, finalement, même dans le dernier album, hein, qu'est-ce qu'on va faire de toute cette jeunesse qui vit en accéléré, qui veut faire des sous à toute vitesse. Finalement, on a ça aussi. Et je crois que voilà, avec des jeunes qui, on le sait, hein, c'est déjà le cas, et c'est le cas depuis longtemps, mais dans ce roman, les jeunes vont jouer, alors le jeu vidéo, la vidéo qu'ils regardent, c'est Trashpocalypse, ils peuvent se prendre, ils peuvent choisir de se prendre pour Habyarimana au Rwanda, choisir ça comme personnage, ils jouent à Saint versus Evil, etc. Ils font leur éducation sexuelle en téléchargeant des vidéos. Tout ça fait partie de notre présent aujourd'hui, hein. C'est simplement un petit peu amplifié, disons, comme pour Marine Le Pen, c'est amplifié, mais ça fait partie du présent. Et ce portrait de cette jeunesse-là, je trouve que c'est ce qui est le plus réussi, parce qu'au final, on est avec René, on est à sa place, on se met à sa place sur toutes les interrogations qu'il peut se poser. C'est un roman qui est bien sûr urbain, qui est marqué par un vécu social, mais dans lequel on peut tous se reconnaître à partir du moment où on vit en France aujourd'hui, quel que soit notre âge. Donc la particularité de René, c'est que c'est 2025, parce que 2017... Ah oui, Sarkozy les élections de 2017 et 2025, déjà en place, voilà. Ça m'a fait penser d'ailleurs dernièrement avec la polémique sur la soumission de Houellebecq. Je suis en train d'y penser. Bah, j'ai fait ce commentaire là sur un... Tu penses que Houellebecq a lu... Où on a fait beaucoup de commentaires sur la soumission de Houellebecq, où là il parle de gauche, et après, alors que This Is l'a fait en 2012, apparemment ça a dérangé personne, l'éventualité que ce soit Marine Le Pen qui soit au pouvoir. Donc évidemment il y a la francisation des prénoms, il y a la création d'une brigade spéciale. Et il faut voir que dans le livre, il y a une émeute, il y a une espèce de soulèvement populaire des quartiers
qui dure pendant plusieurs mois. Et donc là, on est après le soulèvement. On est dans un environnement là plutôt aussi post-apocalyptique où c'est vraiment, les quartiers sont vraiment des espèces de gros ghettos. Ouais, dans certains films d'anticipation, justement, on a vraiment le côté, il y a les quartiers riches d'un côté, et puis il y a vraiment le ghetto où les gens sont enfermés vraiment dans leur bulle. Et donc il y avait ce personnage qui traverse le roman, qui est une espèce de personnage, une espèce de Che Guevara, d'ailleurs, on l'appelle comme ça, de Che Guevara, qui a fait soulever le quartier, qui est mort. Et il y a son lieutenant, qui est devenu une espèce de caïd de la pègre. Et donc toute la trame tourne autour de René et de ce caïd de la pègre-là, Balma, je crois qu'il s'appelle, et où on parle de son histoire. À travers Balma, on parle de la rébellion des jeunes. Et c'est vraiment poussé à l'extrême, justement, où, voilà, il regarde, on parle jamais de YouTube, mais il regarde en fait les gamins. On regarde sur internet des exécutions pour s'amuser. La majorité a été ramenée à 14 ans. Donc à partir de 14 ans, les gamins ils peuvent faire ce qu'ils veulent et donc ils peuvent être... La peine de mort a été rétablie. Donc il y a plein de choses comme ça qui se font. On voit des gamins qui sont hyper précoces, hyper sexualisés, hyper violents. Et le René, c'est une espèce de... Il est dans une espèce de bulle. Sa mère l'a gardé dans une espèce de bulle où c'est l'un des rares qui continue à parler normalement. Et qui lit Boris Vian. Qui lit Boris Vian. Et tout le monde, le langage texto a été admis par l'Académie française. Donc c'est vraiment une espèce d'exagération. Et il y a le petit René qui est au milieu de tout ça, qui essaie de se trouver. C'est bien, je crois aussi qu'il avait lu. Pas du tout, je le découvre. Toi, tu l'avais pas lu, c'était que nous tous les deux. En tout cas, moi, j'avais, pour le coup, j'avais des a priori sur Lauren Bucks. Moi, j'avais des a priori sur Dizzy, parce que, rappeur. Ah oui, parce que je me disais, je suis un grand fan de rap, mais pour moi, en dehors de Solar, le reste, ça sert à rien, quoi. Mais voilà, j'ai découvert... T'as pas vécu en banlieue, c'est pour toi. Vu mon grand âge. Mais vraiment, en tombant... René, ce qui est particulier, parce que Virginie vous donne un regard, c'est une experte en DJ. Oh non, j'aime beaucoup ces voilà, mais vous ne sauriez pas qui est D6, vous liriez ce roman, où il y a, à aucun moment vous pouvez penser que c'est un rappeur. À l'époque, on avait fait une chronique donc, sur l'urbanité, j'avais lu par exemple Insa Sané, qui est lui un rappeur, et où c'est très présent dans son écriture. C'est très poétique, c'est très rappé, c'est très slamé. D6, il n'y a pas de ça. C'est un vrai roman noir, avec une vraie trame, avec une vraie histoire. Et honnêtement, moi j'avais été super agréablement surpris de ce roman-là. Et j'avais pas été le seul parce que vraiment j'avais Aurore aussi. Aurore était dans le lot aussi. C'est moi qui l'avais chroniqué. Et vraiment, pour moi, c'était une vraie belle surprise. C'est un vrai bon roman. Et je pense que vraiment Dizzy, c'est vraiment un vrai auteur. Et pas juste un musicien ou un rappeur qui essaye de faire semblant d'être auteur. Aurore, tu l'avais lu à l'époque Bon, moi, ça avait été un de mes coups de cœur parce que justement, il y avait l'aspect rappeur qu'on découvre comme un écrivain et un bon écrivain. Et puis surtout la réflexion, parce qu'en fait, c'est un roman quand même qui fait réfléchir sur les travers d'une société d'aujourd'hui, de ce que ça peut être demain, en sachant qu'il s'est vraiment documenté, parce qu'il parle également du projet du Grand Paris dedans. Les banlieues deviennent 75 093, 75 091 et ainsi de suite. Donc c'est de l'anticipation, mais qui finalement semble très réaliste. Et elle pousse vraiment, elle nous emmène vraiment à nous demander qu'est-ce que ça sera la vie à Paris dans quelques années. Et c'est très proche en fait, parce que 2025 finalement c'est pas si loin. Donc, et puis c'est pareil, à l'époque, circonstances plutôt réalistes, puisque en gros c'est Sarkozy qui passe au pouvoir et ensuite pour pouvoir repasser, il est obligé de faire alliance avec le Front National. Et au final, il fait alliance avec le Front National. Les quartiers brûlent, il y a tout un tas de choses qui fait qu'en 2025, c'est Marine Le Pen qui est au pouvoir. Donc c'est de l'anticipation qui n'est... Enfin, c'est pas non plus... Il n'est pas parti dans 2000 ans, quoi. Et ensuite, derrière, il décline. Rien que le fait de baisser la majorité à 14 ans, quand on voit toutes les conséquences qu'il y a derrière, mais vraiment il essaye de rentrer, d'expliquer. Mais c'est vraiment, j'ai trouvé que ce livre était, c'est vraiment bien trouvé. C'est vraiment bien trouvé. J'ai pas lu le premier de D6, mais celui-là,
Il est Moi, j'ai particulièrement vraiment préféré celui-ci. Le premier est bien parce que moi, je trouve que voilà, il a ce côté chevaleresque d'ici, ce qui est pas très commun pour un rappeur, disons, de parler des femmes et d'amour au sens noble du terme. Et c'est très présent dans le premier roman. Mais là, non, ça se discute, hein, ce que je... J'ai vraiment envie de réagir parce que je suis en train de lire Soumission de Houellebecq. Je ne fais pas de comparaison, mais il y a un effet de miroir hein, dans la description. Après, au niveau de l'écriture, je ne sais pas, vous avez lu, je ne sais pas. Mais au niveau... pas Houellebecq, mais il est très bon. Au niveau il y a un effet miroir. Et justement, quand tu parles de Dizzy, qui est très chevalier, ou alors, on a un Houellebecq qui est extrêmement misogyne, et ainsi de suite. Et il y a aussi... Il y a un effet miroir aussi dans le sens où la vision que Houellebecq propose, enfin dans ce que j'ai lu en tout cas, on a du mal, autant la description des personnages est fantastique, c'est sublime hein, quand il décrit ses contemporains, les enseignants qui sont autour de lui, autant quand il décrit le monde, la prise de pouvoir d'un parti musulman en France, on a l'impression qu'il laisse de côté une partie de... Enfin, qui parle dans quelque chose... Il y a un parti pris, quoi. Non, c'est même pas un parti pris. Il y a cette dimension, on a du mal à le croire. Et on a l'impression qu'il joue là-dessus. Et dans ce que dit Dizzy Zapet, au contraire, on a plutôt l'impression que c'est crédible. Donc je trouve que c'est très intéressant ce serait intéressant de faire une comparaison. Ça n'a pas non plus ému les foules, quoi. C'est peut-être parce que... Oui, mais Houellebecq est l'écrivain numéro 1 en France. Donc quand il publie, il y a une exposition qui est très différente. Hein. Donc, j'ai pas lu le Soumission, mais franchement, allez-y, lisez celui-là. D'ailleurs, lisez-le en parler, je pense que ça peut être intéressant. Mais je crois que, comme tu as fait une chronique sur René, ce serait intéressant que tu lises Houellebecq pour essayer de commenter aussi hein, en mettant en parallèle les deux textes sur Agoravox. Ce serait pas mal. Comme moi, je conseille. Oui. Un autre roman à mettre en lien avec celui-ci, c'est Le Bloc de Jérôme Leroy, où on se retrouve exactement dans la même situation, c'est-à-dire quelqu'un qu'on reconnaît comme étant Sarkozy, parce que tous les noms sont changés, il y a beaucoup d'allusions, etc. Mais bon, on reconnaît assez facilement. Au pouvoir, ayant voulu faire un petit coup de force pour être sûr de se faire réélire dans un climat un peu de terreur, a mis le feu aux banlieues. Les gens étant désespérés sont montés au créneau et ça a flambé un peu plus fort que prévu. Et il y a une guerre civile qui a commencé. Et ça va se passer pendant une nuit. Le parti qu'on appelle le Bloc, où on reconnaît le Bloc patriotique, etc., est en train de négocier des ministères pour s'allier à la droite en place. Et on a un intellectuel comme ça qui est dans un salon et qui attend de pouvoir négocier ces ministères-là pendant que son homme de main est traqué à travers la ville parce que le Bloc essaye de faire bonne figure et d'enlever les mecs qui allaient taper sur des Arabes à coups de chaîne de vélo en fait. Et c'est vraiment une plongée dans la tête de l'extrême droite sans aucun recul. À aucun moment on vous dit attention, ces gens sont dangereux, mais c'est une plongée dans un projet de haine en fait. Et c'est absolument flippant, c'est absolument crédible, avec des toutes petites choses. Là, c'est même pas de l'anticipation pour le coup, mais des toutes petites choses, genre les journaux télé où ils ont trouvé un truc chouette, les journalistes, pour avoir de l'audience, c'est d'avoir un compteur de morts. Avec le compteur de mort sur la bande du journal télé qui tourne pendant que les casseurs et les CRS s'explosent mutuellement la tête. Enfin, c'est terrible, mais c'est vraiment très très intéressant à lire pour le coup, quoi. Il y a une vraie découverte d'un... Donc, Jérôme Leroy, Le Bloc. Voilà. Je veux juste dire merci de nous avoir parlé de ce livre parce que je ne le connaissais pas. Et justement, moi, pour aller dans le sens de recommander cet ouvrage, par rapport à ce que tu viens de dire, moi, ce qui me plaît vraiment là-dedans, dans celui-là, c'est qu'il n'y a pas de désenchantement, en fait. Parce que même si c'est très sombre, c'est sûr, mais ce personnage-là, qui se cherche, qui représente une France multiculturelle, hein, sa mère est, on nous dit arabo-française, le père possiblement malien. La clé, elle va être en ce jeune, finalement. Qu'est-ce qu'il va faire de sa société? Et qu'est-ce que nous, lecteurs, qui nous mettons à sa place, qu'est-ce qu'on va faire de cette société-là? Et c'est là-dedans, dans cet espoir, que je trouve que...
Vous avez compris que le disease, À lire. à lire, si vous arrivez à le trouver. Voilà, on va lui, Sur Amazon, on doit le trouver. on va lui balancer plein de messages sur son mur Facebook pour qu'il demande à son éditeur, c'est de Noël, de le remettre en ligne. Mais il est Disponible vraiment- en Il faut Kindle. l'acheter si on veut qu'il soit réédité. Hein. Il est vraiment bien. Il faut que tout le monde l'achète. Disponible en Kindle. Donc, Et tout le monde, c'est pas suffisant. Hein. On Acheter revient des avec, liseuses. Grace, qui va nous parler on va dire de l'OVNI de ce soir, parce que vous savez, on se fait toujours une règle d'essayer d'aller dénicher, d'aller chercher nous-mêmes des gens qui sont absolument connus de personne, d'aller fouiller, puis de temps en temps on tombe sur des perles. Et donc là c'est Momi Bunze, parce que sinon c'est Bunze Nongwami Atayemieko Momi. Donc c'est un peu lent. On va dire que c'est un peu lent. Donc c'est Momi Bunze qui écrit les chroniques de l'Empire Tout, Genèse et Conquête. Donc on a lu pour vous le tome 1, sachant qu'il y a 3 Il y a tomes. 3 tomes. Voilà. C'est une Et donc trilogie. Grace, tu vas nous en parler. Pas facile de parler de ce livre. Je compatis. Bon, alors, c'est donc les chroniques de l'Empire Tout, ça parle, enfin, le titre de cet ouvrage est totalement parlant. On va entrer de la genèse à l'apogée, à la destruction d'un empire qu'on devine être en Afrique centrale, comme c'est précisé dans le livre, mais ensuite, on n'est pas forcément capable de le situer exactement géographiquement en Afrique. Donc, on va commencer avec à entrer dans cet univers par les dieux. Donc, c'est-à-dire que pour comprendre comment cet empire va grandir, briller, quels seront ses déboires, il faut qu'on comprenne au départ quelle est l'origine, j'allais dire mystique, disons quelles sont les origines, qu'est-ce que les dieux ont prévu pour cet empire, pour le peuple en particulier. Et on commence donc pour moi avec l'équivalent de la Genèse dans la Bible, quoi. Enfin, c'est ça, donc je pense même que ça s'appelle Genèse, où on va découvrir le dieu léopard qui est au cœur des croyances de l'empire, le dieu léopard qui va créer l'homme dans un arbre, je crois, que l'homme va vouloir une femme, et la femme sera à l'origine de la destruction de son empire, mais aussi de sa régénération, on va dire. Donc, bref, ça c'est les bases, on va dire les bases de la cosmogonie, de l'univers voilà. qu'il a créé. C'est ça. Donc ensuite, on va commencer à découvrir, on va parcourir le livre au travers de plusieurs personnages. Des personnages qui vont, enfin des personnages, des prophètes, enfin je sais pas si on peut appeler ça des prophètes, des gens qui vont dispenser ceci. Et on va comprendre, c'est trop complexe d'expliquer comment cet empire va grandir, mais on va entrer au fur et à mesure au travers de tous ces personnages, de la vie de tous ces personnages, des empereurs qui vont se succéder et qui vont déchoir. On va comprendre comment cet empire s'est construit, comment il s'est déconstruit, comment il s'est reconstruit, jusqu'à ce que... jusqu'à cet instant critique où la jeunesse, au moment où l'empire est à son apogée, où la jeunesse va être à l'origine de la destruction de cet empire. Et c'est là que, à mon avis, le livre commence à être intéressant, parce que, pour tout vous dire, pour moi, c'est pas de l'héroïque fantasy, c'est pas de la fantasy, c'est pas ça. C'est écrit comme une fable, c'est écrit comme un conte, c'est écrit comme un conte que nous raconterait... que nous raconterait un ancêtre, effectivement, qui va te dire que là où tu es, là où tu vis, là d'où ton empire vient, ça s'est passé comme ça. Donc on est comme ça sur un fleuve, on suit l'histoire, on lit, on essaie de comprendre parmi les centaines de milliers de personnages qui nous sont dits en lingala ou je ne sais en quelle langue. Et on se balade au fur et à mesure de l'histoire en se demandant où on va, où on atterrit, enfin, quel est l'atterrissage du livre, parce que c'est bien d'avoir cette trame là comme ça, mais ensuite c'est fouillis, on ne sait pas trop où on veut en venir. Donc moi qui avais lu, je m'étais dit, ah, enfin on a de l'héroïque fantasy africaine, enfin on a des personnages africains, enfin on a cet imaginaire autour de traditions africaines, autour de récits africains, autour de tout ce qu'on peut connaître sur les dieux, léopards, les animaux, etc. Enfin, on a quelque chose comme ça, et je pense qu'il est passé à côté du truc. Il raconte ça comme une fable, il n'y a pas de dialogue avant le milieu du livre. Disons que, je pense que le projet il est très bien, parce que moi, j'aurais voulu vraiment dire ça.
Après, il commence avec les bases de l'Heroic Fantasy. Hein, il met le monde et la carte qui va bien, avec, qui délimite les différents royaumes. Il y a une légende de départ qui lance je dirais la légende de comment ça a été créé. Et ensuite, les différentes successions. En fait, ça m'a donné l'impression, déjà, c'est vrai que c'est difficile à suivre, mais vraiment, difficile à suivre parce qu'il y a énormément de personnages. On a l'impression d'un auteur qui fourmille d'idées, qui a plein de choses, plein d'idées, mais qui tient à tout mettre. Tout mettre d'un coup, alors qu'on peut suivre au fur Exactement. et à mesure. Et donc il y a justement sur le dernier tiers, où on se focalise un peu plus sur le personnage de Kisha, je crois qu'elle s'appelle, une espèce de guerrière. Oui, il y a vraiment énormément de noms, mais vraiment, une espèce de guerrière. Et c'est à ce moment-là, sur le dernier tiers, où c'est vraiment, on a l'impression d'une histoire qui est vraiment suivie, qui va commencer. Mais oui, sinon, les successions, on a l'impression de quelqu'un qui fourmille d'idées, qui veut dire plein de choses. Les bases peut-être pour les prochains tomes, je sais pas. Il en met tellement qu'il nous perd sur... Mais à chaque fois en plus, sur sa part, on dit ah ça c'est intéressant ça. Oui. On commence à rentrer dedans et puis on balaye. Et puis bon, il y a eu un coup d'état, il est passé. Et puis il y a son fils qui est arrivé. Excuse-moi, mais en l'espace de la moitié du livre, il a dû y avoir 3 ou 4 empereurs, des capitaines qui sont morts, qui ont pris le pouvoir, qui ont rendu le pouvoir. C'est un empire en même temps. Au moins, on doit avoir bien une bonne dizaine de personnages qui auraient pu chacun avoir une histoire propre, très intéressante, mais dans laquelle on se perd. Donc soit ça aurait dû faire l'objet de 10 livres. En fait, il y a 3 tomes, c'est clair, mais sur celui-là, je pense qu'il y a beaucoup d'idées intéressantes. Mais vraiment, il y a beaucoup d'idées intéressantes. Et ça laisse, comment dire, ça laisse un sentiment bizarre parce qu'on se dit un vrai fan d'Heroic Fantasy n'ira pas là-dessus. Et quelqu'un qui ne lit pas l'Heroic Fantasy n'ira pas là-dessus non plus. Yako. C'est dur. Je modèle. Non, c'est dur. Disons qu'il faut aller dans ce roman en ne s'imaginant pas que c'est de l'Heroic Fantasy. Oui, mais c'est pas possible, c'est vendu comme ça. C'est vendu comme étant de l'Heroic Fantasy, on le présente comme ça. C'est vendu comme ça. C'est vrai qu'il a fait autour de son ouvrage une bonne communication. Très bonne communication. Ça m'a donné envie. J'étais vraiment contente que pour une fois, ça se passe en Afrique avec des Africains, etc. Mais il ne faut pas lire ça comme de l'Heroic Fantasy, il faut lire ça comme le conte d'un empire, comme l'histoire d'un empire telle qu'elle pourrait être racontée par vos grands-parents et qui vont vous dire qu'il y a eu telle personne, qui vont vous dire que ça s'est passé comme ça, telle langue, telles alliances, telle désalliance, etc. Mais si on lit ça comme de l'Heroic Fantasy, on lâche à plusieurs moments du livre. Je préfère souvent continuer un livre, même quand je n'aime pas. Mais à plusieurs moments du bouquin, c'est pas que c'était mauvais, pas que c'était mal écrit, mais j'ai tout simplement eu envie de lâcher. Parce que c'est trop complexe. Peut-être qu'il faut même commencer par le tome 2 quand ça commence vraiment à arriver, mais c'est possible. Et comment c'est justifié alors l'étiquette Heroic Fantasy? Parce que c'est vraiment... Là on est dans c'est pas une chronique, mais c'est vraiment... On est dans une période avant... enfin, c'est une période africaine où on a des royaumes. Je pense qu'il voit ça, Heroic Fantasy, oui, c'est plus du Game of Thrones. Voilà, c'est plus du Game of Thrones que du... On n'a pas de magicien, il n'y a pas ça. C'est plus des luttes de pouvoir, le neveu qui a déstabilisé un tel. Ça me rappelle la saison de l'ombre de Leonora Miano. Alors qui est beaucoup mieux organisé, beaucoup mieux rangé, hein, beaucoup plus visible, mais qui se passe, je ne sais pas si tu l'as lu, Virginie, qui se passe en Afrique précoloniale, et c'est vrai qu'il y a des fois, il y a tellement de personnages, il y a des empires, il y a des traversées, parce qu'il y a des exodes, voilà. Célia, tu es en train de décorcher un prix féminin là. Pardon ? Tu es en train de décorcher le prix féminin. Non, justement, je dis ça. Non, mais je rigole. Hein. Non, mais parce que c'est filmé. Honnêtement, je pense que moi, de toute façon, je suis allé dessus parce que le projet, moi, j'ai lu à un moment beaucoup d'Heroic Fantasy et je voulais retrouver ça. Je voulais vraiment retrouver à un moment de se mettre dans une époque où on ne parle pas d'esclavage, on parle pas, voilà, on est dans une époque avant une précoloniale et donc c'était intéressant. Les bases, je dirais, de ce qu'est un roman d'Heroic Fantasy avec un royaume et autres sont bien dessinés, mais parfois on a l'impression que justement c'est un auteur qui n'a peut-être pas assez lu d'Heroic Fantasy. Moi je pense qu'il en a lu beaucoup et qu'il a essayé de projeter ça dans son univers et de tout nous mettre dans le premier livre.
C'était pas Il y a un trop opportun. plein. Il y a C'est pas vraiment obligatoire d'avoir autant d'informations. Après, ça ne veut pas dire que c'est mal écrit. Il y a un truc aussi que je reproche au roman, c'est la police d'écriture. Je sais pas, c'est type... Ça arrive. C'est type... C'est dactylo, voilà, machine à écrire. voilà, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais on entre... ça sur la a dû forme. être un choix. Autre chose, ça fait à peu près oui, 340 pages, mais en fait, il y a une centaine de pages où c'est un lexique. Parce que il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses, des royaumes, mais vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont mais vraiment hyper détaillées. Vous vous rendez pas compte? Ils détaillent les moindres, les rites. Il y a des rites qui sont détaillés, il y a des pouvoirs, les spécificités, la noblesse de chaque royaume qui sont vraiment très 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 détaillés. Ce qui fait qu'il est obligé de nous les expliquer. Et donc, il y a un lexique d'une centaine de pages. Sachant que dans le texte en lui-même, il y a des moments justement, il nous perd parce qu'il faut expliquer parfois l'organisation du pouvoir. Parce que c'est un royaume. Comment le pouvoir est-il organisé, l'organisation politique et du pouvoir, pouvoir expliquer derrière comment le pouvoir échappe à tel ou tel acteur. Et donc c'est pour ça qu'on se dit, mais dans ça c'est hyper positif ça, parce qu'il a vraiment le souci du détail. Mais il y a tellement de soucis parfois du détail de certaines choses que parfois on va trop vite, parfois on rentre dans l'hyper détail, et puis il y a vraiment une centaine de pages où c'est un lexique. Et on vous l'explique dans le détail, tel titre de royaume, tel titre de roi, à quoi ça correspond. Après, je ne sais pas si derrière il y a une correspondance qui est réelle africaine ou si c'est vraiment de l'imagination pure et dure. Si c'est une correspondance réelle africaine par rapport à ce qui donc c'est vraiment un gros travail. Et si c'est vraiment de l'imagination pure et dure, il a énormément d'imagination. C'est encore plus de travail parce qu'il est vraiment allé dans le détail d'expliquer la moindre chose qu'il y a dans le livre. Et donc, on a une espèce de sentiment de... Voilà, de pas assez, de trop plein. De pas assez, disons que qui mériterait d'être retravaillé. C'est ça, qui mériterait parce que vraiment les idées qui sont dedans sont très on dira, intéressantes. parce qu'on en a souvent discuté avec mon grand frère Samicha qui est là, il mériterait d'avoir un éditeur qui connaît bien l'Heroic Fantasy et qui va le coacher là-dessus. Parce que je pense que c'est un auteur qui a énormément d'idées, qui a énormément de choses des positives à faire, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui maîtrise bien la chose et qui puisse le driver. Ouais, on se rend compte que c'est vraiment, et en vous écoutant, une histoire de maîtrise aussi de l'écriture et des techniques de narration. Parce que le bug, est aussi très très riche. La société qui est imaginée, elle est très complexe. Il y a un lexique, à la fin, un glossaire de termes afrikaners et de lingala aussi. Et pourtant, on ne s'y perd pas. Donc personnellement, comme on doit toujours donner un avis sur le livre, personnellement, je ne déconseillerais pas. En fait, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est lire le deuxième roman parce que je me dis que ça devait servir de base. Que c'était un premier roman qui devait servir de base. Peut-être qu'on s'est un peu perdu, mais qu'on va retomber sur ses pattes par la suite. Donc je ne déconseillerais pas parce que peut-être qu'en déconseillant ou comme ça, on passera à côté de quelque chose. Donc on fait beaucoup de reproches, mais moi j'ai vraiment envie de m'intéresser à la suite. Moi je dirais, allez le lire en ayant tous les bémols que j'ai dit dans la tête. Et peut-être que justement, vous vous rendez compte qu'on a peut-être eu trop de bémols, et ce sera peut-être positif, mais allez le lire parce que déjà le projet, je dirais, voilà, moi j'ai vraiment aimé cette idée-là, et on en parlera dans la troisième partie, parce que pour avoir cherché, c'est pas neutre, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais vraiment, on en parlera dans la troisième partie, mais cette idée de projection, que ce soit dans le passé là pour le coup, ou dans l'avenir, ça manque vraiment dans l'univers littéraire africain, et je pense que rien que pour le projet, ça mériterait vraiment d'y aller. Donc, allez-y. Peut-être commencer par le tome 2, je ne vous cache pas. Mais vraiment essayer de voir ce qu'il peut nous apporter. Donc voilà, c'est très 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 mitigé, mais moi je vous invite quand même à découvrir les chroniques du livre de l'Empire. On va finir rapidement, parce qu'on mange sur le temps, avec Sous d'autres soleils de Mike Resnick. Donc là, ce sont des... J'en parle rapidement. Il y a Waberi aussi. Des nouvelles. Oui, Pardon? il y a Waberi. Waberi aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai. On va essayer d'aller vite sur Mike Resnick. On va finir par Waberi. Donc Mike Resnick, sont des nouvelles. C'était dommage. Parce que... Ce sont des nouvelles qui sont... c'est de l'Uchronie. Ouais. C'est ce qu'on dirait. Puisque ce sont des éléments du passé qu'il revisite. Hein, sous d'autres, donc ce sont des gros « et si ça s'était passé comme ça ». Donc chacune de ces nouvelles.
Et donc, étant donné que ce sont des nouvelles, évidemment, les nouvelles sont totalement différentes. Je pense qu'on va plus parler peut-être chacun de certaines nouvelles. Je vous dirais juste mon sentiment général là-dessus, c'est qu'au départ, quand je suis rentré dans le livre, quand j'ai commencé à le lire, honnêtement, j'ai eu un coup de froid, mais vraiment tout de suite. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, vraiment un coup de froid. Mais je pense qu'on a Célia, j'ai donné à Célia d'abord, Célia en me le rendant, elle me dit pourquoi tu as choisi ce livre-là, il faudra que tu... Et après j'ai compris, parce que c'est vrai que et la préface et la première nouvelle m'ont vraiment refroidi, parce que la préface, il y a des préfaces qui sont magnifiques, et cette préface-là, je trouve qu'elle dessert le livre, parce que, bon, il raconte plus ou moins le cheminement de l'écriture, mais ensuite, sur la fin, il y a vraiment des choses qui sont... En gros, c'est un auteur qui nous dit qu'il a écrit, il aime l'Afrique, mais il a écrit en allant faire des safaris en Afrique et tout ça. Donc des gens se disent, bon d'accord, toi tu aimes l'Afrique et tu veux écrire sur l'Afrique, en fait la connaissance que tu as de l'Afrique, c'est que tu allais faire des safaris. Donc, et que tu dis l'Afrique est un pays... Exactement, et que tu dis quelque part que l'Afrique est un pays magnifique. Donc déjà, ça n'engage pas quoi, de dire l'Afrique est un pays magnifique. Déjà, c'est le genre de choses qui... Je suis obligée de dire juste une phrase. Je ne me rappelle pas à quand remonte mon amour pour l'Afrique. Peut-être à mes lectures des aventures de Tarzan, ou encore à mes 9 ans lorsque j'ai vu le lion africain de Disney. Ouais, bravo. Donc voilà, quand on a un auteur qui sur la préface, on se dit c'est ça son image de l'Afrique, on refroidit, on est refroidi. Ensuite, il y a la première nouvelle. La première nouvelle, j'en parle et puis après on évacue. En fait, ce sont donc les dieux africains, Ogun et autres, qui à chaque fois reprochent à celui qui est nommé le dieu pâle. Il lui reproche quelque chose. Il lui reproche, voilà, à cause de ton excès de générosité, voilà, à cause de ta compassion, voilà comment nos disciples aujourd'hui sont. À cause de ton excès de générosité, voilà. Et donc, les 6 dieux africains lui reprochent en gros une qualité qu'il a. Et sur la fin, il dit évidemment plein d'humilité. Non, mais vous voyez, malgré toutes ces qualités-là, le monde est tout de même... c'est Anubis qui se baisse, voilà. Et ensuite, donc à la fin, tous les dieux africains se baissent devant le dieu pâle en disant, bah effectivement, c'est le plus grand des dieux. Et ben. Donc évidemment, quand on dit ça... Je mitige parce que je trouve que personnellement, c'est la meilleure nouvelle du roman. Enfin, du roman. Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est la meilleure. Justement, c'est pour ça que je vais sauter, je vais juste raconter celle que... Je vais juste parler de celle que j'ai le plus aimée, je ne parlerai pas de tous les filles, chacune d'entre vous me parlera. Moi, la nouvelle que j'ai le plus aimée, c'est... il met en fait, c'est un essai entre... Julius Nyerere et Idi Amin. Okay. Et donc en gros, il y a une espèce il y a une guerre entre les deux pays, et Julius Nyerere sait qu'il va perdre. Donc il sait que dans 2 semaines, il n'aura plus assez de matériel, il n'aura plus assez de munitions, et donc ils vont perdre la guerre. Et donc il défie Idi Amin Dada en combat singulier, combat de boxe. Sachant que Idi Amin, c'est une espèce de gros mastodonte, et Julius Nyerere à ce moment-là, donc Idi Amin a 30 ans, et Julius Nyerere a 57 ans, tout petit, tout fait. Et lui, Julius, il se dit, pour mon peuple, c'est pas grave, je vais aller au casse-pipe, et de toutes les façons, on va perdre la guerre dans 2 semaines. Donc autant y aller au bluff. Et donc dans cette nouvelle-là, il y a une espèce de remise en place aussi d'une espèce de politique, de diplomatie un peu de la zone, donc qui est plutôt intéressante, moi j'ai trouvé plutôt intéressante. Donc. Et puis surtout, il y a dans la tête du boxeur, puisqu'on est dans la tête de Julius Nyerere en tant que boxeur. Donc on est dans le combat. Et donc, quand il est dans le combat, de temps en temps, il s'échappe un peu, il parle un peu de ce qu'il y a autour de lui, de sa femme et autres. Et donc on voit le boxeur qui prend des coups. Et qui à un moment qui est KO, qui est canté, qui est à 8, il se relève parce qu'il se dit non, faut... Et puis il y a Idi Amin qui fait le beau autour de lui, voilà, on a vraiment oui, voilà, en plus, Idi Amin a un bras derrière le dos. Donc il dit, bon, pour te laisser l'avantage, on va combattre, mais moi j'ai un bras derrière le dos. Et Julius Nyerere, il est en train de se prendre des coups, Et moi j'ai trouvé que cette nouvelle était super bien écrite, il y avait beaucoup d'émotions dans cette nouvelle. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions dans cette nouvelle, dans le côté fataliste du type, il va pour se manger des coups, quoi. Mais il se dit, de toute façon, s'il faut tenter quelque chose, autant y aller. Donc moi, c'est vraiment la nouvelle que j'ai plus aimée là-dedans. Donc, vas-y, Grèce. Non, moi, je disais mon sentiment général sur le livre. Mon sentiment général sur le livre, je trouve que c'est un livre, peut-être que c'est moi qui interprète mal la chose, mais effectivement, la préface le dessert, et je trouve que c'est un livre assez condescendant.
Et toutes les nouvelles ne sont pas de lui, il me semble qu'il y en a même une qu'il a invité, enfin plusieurs, il a invité d'autres gens, mais je trouve que de manière générale, ce recueil de nouvelles est assez condescendant vers l'Afrique, écrit dans les années 1990, je pense, parce que... 98. Parce qu'il y a des nouvelles qui sont plus vieilles, parce que c'est le cumul de... C'est un cumul, c'est comme ça, toute cette histoire, enfin je me rappelle plus forcément comment c'était, mais toute cette tendance où l'Afrique, les safaris, les machins, les tribus, patati patata, enfin bref. Donc je le trouve assez condescendant. Donc, il y a des nouvelles où parfois c'est intéressant, je ne dis pas que c'est inintéressant, parfois c'est bien écrit, parfois on est même entraîné dans l'histoire. C'est vrai que le combat de boxe, oui, c'est vrai qu'on est entraîné dedans, mais ça ne m'a pas soulevé, ça ne m'a pas... dans aucune des nouvelles que j'ai lues, ça ne m'a soulevé, si ce n'est la première, où certes la fin où oui, on se baisse vers le dieu Pal et tous les autres dieux africains en gros sont inférieurs. Bon, la fin n'est pas terrible, mais c'est une vraie chute, une vraie nouvelle, une vraie chute, un vrai intérêt. Enfin, l'écriture, c'est ce que j'ai préféré, la manière dont ça avait été écrit, dont ça avait été porté. On lit aussi un livre, pas pour les habits, mais on lit aussi un livre pour le plaisir de lire l'histoire. Après, c'est le style et autres. Pour le style. Moi, je trouve que c'est vraiment celle qui mérite le plus le terme de nouvelle, qui a été la mieux portée, la mieux... Enfin, pour moi, c'est la meilleure dans ce sens-là. J'ai pas apprécié personnellement la fin... Enfin, ce qui était sous-entendu, mais la manière dont la nouvelle a été menée, tous ces dieux, etc., j'ai trouvé ça très bien. Après, sur le reste, oui, il y a des nouvelles qui sont intéressantes, mais bon. C'est bien. Non, mais je vous trouve très 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 doux avec lui, très cohérent. Lâche-toi. Moi je trouve pardon. Lâche-toi. Il a dit Bomae, tu le. Il ne s'agit pas de se lâcher, là c'est une préface raciste qui n'est pas acceptable, qui n'est pas admissible. C'est un discours raciste en fait. Et il part tout simplement du présupposé déjà que l'Afrique, alors le pays africain est inférieur de toute façon aux autres pays, et puis il est dans une espèce de fascination. Il confond le carnet de voyage avec la littérature de science-fiction. C'est comme si on prenait les carnets de Christophe Colomb, qu'on les éditait, et qu'on disait « Regardez, Christophe Colomb qui traverse l'océan Atlantique, c'est de la science-fiction ». C'est pas de la science-fiction, donc là il y a un problème de registre, il y a un problème de genre, et au-delà de ça, c'est insultant. C'est insultant, il prend l'exemple du Kenya. Pourquoi je vais aller chercher midi à 14h pour trouver de l'inspiration et écrire de la science-fiction? Il y a le Kenya qui est là pour ça. Et là, il donne l'exemple du Kenya, où 80% des jeunes sont excisés. Et donc, il prend des violences sociétales. Au lieu de parler d'absurde, comme on fait Kuruma, Soni Labutansi, dans des romans où il y avait du merveilleux, il est parti et transformer ça en littérature de science-fiction. Tiens, c'est tellement improbable que c'est de la SF. Non, c'est la réalité de millions de gens, donc il n'y a pas besoin non plus après de polémiquer là-dessus. C'est clairement raciste. C'est aussi raciste que les Schtroumpfs noirs de Peyo et plein de bouquins comme ça qui passent et qu'on voit pas et qu'on continue de... Moi, je suis vraiment... Je partage, j'en ai parlé avec Célia, je partage ce qu'elle dit. Je voudrais juste vous prendre un exemple. C'est la deuxième nouvelle qui est quand même assez longue. Oui, celle de Roosevelt. Ah oui, je l'ai lâché. Voilà. Donc c'est Theodore Roosevelt qui veut libérer le Congo des Belges pour apporter la démocratie au Congo. Parce que La démocratie américaine. La démocratie américaine, évidemment. Et donc voilà, alors sous couvert alors ce personnage de Theodore Roosevelt, il est là, il est hyper positif, tout le temps, très optimiste. Mais bon, voilà, au-delà de ce personnage auquel on peut éventuellement un petit peu s'attacher parce qu'il est croqué voilà, d'une façon qui est assez sympathique, le fond est tellement terrible que... Celle-là, elle est... Au on départ, cherche l'ironie, moi tout le long j'étais allez, c'est ironie, bien sûr, et puis ça finit quand même, regardez où est le pays maintenant. Exactement. Sur celle-là, en fait, au départ quand j'ai commencé à la lire, j'ai trouvé ça intéressant, le parti pris de dire, Roosevelt a rencontré un certain nombre de personnes qui étaient des explorateurs au niveau du Congo, et qui lui avait proposé, et donc là il met des textes réels, qui lui avait proposé à un moment dans une boutade comme ça, mais et si vous vous occupiez du Congo, si vous repreniez ça? Et au lieu que dans la vraie histoire où il dit qu'il en rigole et puis qu'il ne répond rien, là il dit pourquoi pas. Et comme c'est un génial diplomate, il arrive par un tour de passe-passe, à récupérer le Congo aux Belges. Et donc il passe son temps donc à se balader un peu dans le Congo pour essayer d'éduquer les Congolais à la démocratie, de rapporter à la démocratie. Et c'est vrai qu'à un moment on lit ça,
bon, c'est plutôt, Roosevelt est plutôt drôle, c'est un personnage, c'est un immense personnage. On lit ça, deux choses simples, c'est que, par exemple, les gens qui sont autour de lui, donc il y a à peu près 200 personnes qui sont des aventuriers, des explorateurs, bah, à part le fait que ce soit des gens un peu rustiques, hein, puisque ce sont des aventuriers, bah, en fait, ils ne sont pas si terribles que ça hein, quand on les lit. Il n'y a pas d'exaction par rapport à la population locale. On parle, à aucun moment on parle des Belges qui coupent, enfin moi je suis congolaise, je sais que les manches longues, manches courtes, on sait ce que ça, on n'en parle jamais, si ce n'est que, bah, en fait, Roosevelt est avec une espèce de bande d'aventuriers, et il essaie d'apporter la démocratie au Congo. Et puis bon, il essaie de leur expliquer, mais bon, ils sont tellement enfoncés dans leur guérilla entre eux, les ethnies, que c'est... Même un grand homme comme Roosevelt, de toutes les façons, c'est pas possible, quoi. Parce que de toutes les façons, il aurait... Donc c'est vrai que même celle-là qui, pour moi, le et si, je l'ai trouvé intéressant. Oui. Je veux dire, bah, c'est et si les Américains étaient venus récupérer le Congo aux Belges? Qu'est-ce qui se serait passé? Et puis derrière, ça, je trouve que ça retombe comme un souffle parce qu'il aurait pu faire quelque chose d'assez grandiose là-dessus en allant vraiment à fond. Et je trouve que ça donne une espèce de petite historiette où, au final, de toutes les façons, les Congolais, vous avez mérité ce qui vous est arrivé, quoi. Parce que, Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que il semble avoir, quand je vous écoute, il a un point de vue qu'il met en scène. Mais c'est un point de vue qu'on n'aime pas. Mais après, le livre, il est bien écrit. Hein, et la question que j'allais poser, c'est parce que vous avez parlé de cette anecdote sur l'Afrique comme un continent, mais on voit qu'il la découpe, donc il voit qu'il y a des variantes. Il parle du Kenya, il parle de trucs. Donc même quand il parle de l'Afrique à ce moment-là, c'est une posture. Alors il est en train. Il a un regard. C'est vrai que c'est vrai que cette préface n'aide pas, hein, parce que du coup on rentre dans le truc avec des a priori qui sont, on se dit mais cet auteur, c'est un parallèle. En ce moment, je suis en train de lire un livre de Jean Rollin, La ligne de franc, et pas en étant absolument pas, mais Jean Rollin, quand j'ai lu en gros un peu son parcours, sa biographie, Jean Rollin, c'est quelqu'un, il voyage dans les différents coins, et en fait il écrit un bouquin. Le livre de Jean Rollin me donne l'impression d'être quelqu'un qui fait un carnet de voyage, un type un peu dilettante qui va se balader en Afrique et qui fait un carnet de voyage. Mais ça me donne pas ce et puis qui raconte un peu. Mais ça me donne pas ce côté. Mais c'est vrai qu'il y a un côté regard condescendant dans chacune des nouvelles. Oui, c'est condescendant. Mais après, à part justement celle avec Julius Nyerere, je trouve. Moi, je trouve que la nouvelle qui s'appelle Bibi, là, avec la petite femme qui soigne le sida, etc. Bon, c'était. Il y a toujours ce regard un peu plus haut de l'occidental sur l'africain. Mais en dehors de ça, moi, j'ai lu l'ensemble de ça avec détachement. Je veux dire, j'ai pas lu ça en. J'ai lu ça en me disant que bon, c'est un regard, de quelqu'un qui aime l'Afrique, l'Afrique idéalisée, de la savane toute propre et tout. Mais j'ai lu ça comme ça, donc du coup, je me suis dit, bon, c'est quelqu'un de condescendant, c'est quelqu'un qui ne connaît pas profondément les coutumes des pays dont il parle. Mais si on occulte ce côté assez, qui peut paraître même insultant parfois, si on occulte ça, il y a des choses qui sont intéressantes. J'ai l'impression que ça aurait pu être écrit ça dans les années 60. ressemble à de l'autoflagellation quand même. Hein. Ça aurait pu être écrit par un occidental dans les années 60. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est normal, mais moi en plus les préfaces, j'ai tendance à les lire après avoir lu le livre, parce que j'aime bien lire le livre, me faire mon avis, pas justement être influencé, et ensuite je regarde la préface pour avoir le point de vue de l'auteur. C'est vrai que j'ai lu la préface, je ne l'ai pas finie parce que je me disais ça vaut pas la peine de lire cette préface-là, parce que j'ai effectivement vu le lion des rois, enfin le roi des lions, etc., Tarzan, etc. C'est ironique, c'est pas possible, donc j'ai zappé la préface, et j'ai lu, et puis c'est condescendant, mais bon... On va pas non plus... Bref, on va pas... On a le Waberi, on va en parler. Oui, voilà. Globalement, vous l'aurez compris que mes deux camarades de gauche et de droite... Oui, mais en fait, je sais même pas qu'elle se retrouve là. À gauche. On aurait pu ça. Voilà. Il y avait de quoi faire là déjà. Et moi, je dirais que... il y a C'est la tellement de... troisième nouvelle. Donc vous le recommandez? Il y a quelques nouvelles qui sont... Mais moi, je suis pour... Qui l'a mis sur la d'un point de vue liste? philosophique, je suis pour qu'on ait un regard d'Africains sur certains écrits. Parce qu'il y a des nouvelles là-dedans qui ont quand même gagné des prix. En plus. Non, mais ce que je veux dire, il le dit. Donc, ça veut dire que dans beaucoup de... Je pense simplement que dans beaucoup de jurys littéraires, notamment peut-être science-fiction, il n'y a peut-être pas quelqu'un
qui va peut-être dire avoir un regard qui soit différent. Il n'y a peut-être pas quelqu'un qui aurait une sensibilité différente, qui en lisant ça, qui va dire, mais ok, c'est bien écrit, mais vous savez, moi, ma sensibilité fait que, vous savez, il y a eu beaucoup de polémiques avec Marie-Claire, par exemple, certains journaux, où peut-être qu'il manque une sensibilité africaine, qui va faire que, en lisant certains livres qui ont reçu des prix, on va se dire, mais non, vous ne pouvez pas donner un prix à ce genre de livre. Je pense que ça vient de là. Il y a beaucoup de nouvelles là-dedans qui ont reçu des prix par rapport à leur aspect SF, mais peut-être qu'il n'y avait pas le regard, une sensibilité différente, qui ont fait que, on a chroniqué la ferme africaine de Karen Blixen, Out Africa, un immense roman. Moi, mon regard d'Africain sur Out Africa, je dis, ouais, non, quoi. Cela dit, tu soulèves quand même une question, parce que est-ce que ça veut dire que un livre, du moment qu'il heurte la sensibilité, il ne mérite pas un prix? Ça, c'est une grande question. Je n'ai pas dit ça du tout. Je dis simplement que peut-être que dans les retours qu'on a de certains livres, à partir du moment où il n'y a pas une certaine sensibilité, on est surpris. On laisse passer un certain nombre de choses. On laisse passer un certain nombre de choses. Moi, après, je déconseillerais pas, mais je dirais pas non plus jetez-vous dessus. Si vous avez envie de le lire, il est là, il est disponible. C'est toujours bien de découvrir les choses et de voir un peu quel est le regard de l'autre. Moi, c'est ma vision. Allez voir ce qu'est le regard de l'autre par rapport à des livres qui ont été primés, qui ont été portés au nu. Allez voir le regard de l'autre. Juste pour revenir sur la question de pourquoi ça a été mis sur la liste, en fait, si on pense Afrique, SF et Amérique, c'est quasiment le seul nom qui vient. D'accord. C'est vrai. Parce qu'il a eu des prix aussi, bien sûr, mais c'est un des seuls écrivains qui soit connu. Qui écrit de la SF vraiment sur l'Afrique. Alors après, on trouve que c'est mauvais, pas bon, enfin, ou autre, mais vraiment, voilà. Et je pense qu'il fallait que ce soit sur la liste. Mais vraiment, il fallait que ce soit sur la liste. Parce que ça a sa place sur la liste et il fallait que ce soit sur la liste, rien que pour les découvrir, pour voir ce que c'est. Voilà, on va finir. Ça se comprend mieux, je pense. Moi, je croyais qu'il était. Il fallait préciser que l'auteur était américain, puisque ça met quand même un contexte derrière. Ah oui, l'auteur est américain. Aux États-Unis. Voilà, ça explique beaucoup de choses. Il chasse aussi. Il chasse le puma. Allez, on termine rapidement avec le Waberi, donc aux États-Unis d'Afrique. Alors, il me semble qu'il est paru en 2006. Voilà, 2006. Alors, ça, c'est une uchronie. Une véritable uchronie, hein, comme ici, le nez de Cléopâtre, etc. Donc là, c'est... Et si on inversait la cartographie du monde et le centre économique, culturel, militaire du monde entier, de la planète, était en Afrique, et plus précisément Washington DC deviendrait Asmara en Érythrée. Donc Asmara est la ville la plus importante du monde, tout le monde essaye d'aller là-bas pour travailler, pour négocier des contrats et des millions et des millions de dollars africains, je ne sais plus quelle est la monnaie dans le roman. Alors, juste deux choses, parce qu'il y a aussi Virginie qui va vous parler du roman. Moi, je vous parlerai d'une chose donc, qui m'a plu. Donc, on a cette inversion, on est aux États-Unis d'Afrique, tout est normal, c'est une uchronie, il se passe des choses autour du personnage principal qui s'appelle Maya, dont Virginie va vous parler. Et alors, il y a quelque chose qui m'a particulièrement plu et qui vient déjà des anciens écrits de Waberi, de ceux qu'il a publiés avant 2006, c'est cette volonté de construire un intertexte. Donc, l'intertexte, c'est toutes les références à d'autres textes qu'on fait, à une autre littérature. Et Waberi, il ancre toujours ces textes dans une littérature scientifique, une littérature de fiction, qui serait plutôt africaine, subsaharienne, maghrébine, est-africaine, puisqu'il vient d'Afrique de l'Est. Et alors là, il en profite, donc on a des citations de Kwame Nkrumah, donc président du Ghana, on a des citations un peu de tous les panafricanistes, on a Cheikh Anta Diop, enfin on a un petit peu tous les grands scientifiques savants et érudits que l'Afrique a donné, aussi certains qui l'inventent. Il va aussi puiser dans la poésie du XVIe siècle de Ibn Khaldoun en Tunisie. Voilà, donc tout ça c'est très intéressant parce que ça lui permet de vraiment mettre à l'honneur la bibliothèque culturelle héritée qui se contente du continent africain, qui n'a pas besoin d'aller puiser à droite et à gauche pour valoriser son patrimoine. Donc ça c'est vraiment un projet panafricain, culturellement parlant, et c'est très intéressant. Alors, je vous parlerai juste très rapidement du film Africa Paradis. Moi, le film est sorti la même année qu'a été publié le roman. Moi je m'étais posé la question à l'époque de qui a inspiré qui. J'ai pas eu de réponse, donc j'ai pas cherché non plus à comprendre.
allez voir le film ou achetez le DVD si vous pouvez. Donc le film est très intéressant parce qu'il va beaucoup plus loin dans la science-fiction. L'Africa Paradis, le film s'appelle Africa Paradis. Aux États-Unis d'Afrique, c'est l'Uchronie. Mais Africa Paradis, c'est carrément la science-fiction. À un moment, il y a une scène au Parlement, je vous regarde parce que vous avez joué dedans. Il y a une scène au Parlement où on dirait que c'est l'ONU, on ne sait pas trop. On dirait que vous êtes dans une soucoupe volante avec des costumes incroyables. Enfin, et donc dans Africa Paradis, l'histoire, c'est deux Européens qui traversent. Donc il y a les guerres civiles en Europe, et puis il n'y a plus d'argent. Ils ont des formations respectivement d'ingénieurs et la femme institutrice. Donc c'est un couple qui paye un passeur pour traverser la Méditerranée et qui accoste en Afrique. Et là, il ne trouve pas de travail. L'homme est arrêté au bout d'une semaine et il est mis dans un camp de détention pour être renvoyé en Europe. Et la femme, évidemment, se sert de ses atouts féminins. Elle va séduire un ministre africain. Elle commence comme femme de ménage et puis petit à petit, elle s'installe dans une réussite plus confortable. Voilà, donc c'est très intéressant à chaque fois cette inversion. Et c'est vrai que le roman de Waberi, enfin moi quand j'ai ouvert ce roman, c'était la première fois, je ne m'étais jamais demandé, tiens, et si on inversait complètement la carte du monde? Mais c'est très waberien dans la mesure où Waberi a toujours été marqué par la phrase de Gaulle qui avait appelé Djibouti et d'ailleurs même les îles le confetti de l'Empire. Et à partir du moment où De Gaulle avait complètement réduit dans une formule Djibouti à rien du tout, un tout petit confetti de l'Empire, Waberi a toujours développé dans son écriture un truc avec la cartographie où vraiment il installe l'Afrique comme un centre du monde. Donc ça c'est un roman important et que je recommande tout à fait. Maya. Pour aller très vite, il y a trois choses que j'ai trouvées vraiment intéressantes au-delà du propos politique large et panafricain, enfin, comme tu l'as dit. C'est déjà l'écriture fragmentaire de Waberi, parce que se joue quelque chose de l'onirique aussi dans le fragment, que ce soit du cauchemar ou du rêve, de cette inversion de ce qu'elle peut générer. Donc poétiquement, la forme et le fond collent parfaitement, je trouve, au projet. Après, il y a effectivement ce personnage de Maya, mais moi, ma lecture est un peu lointaine. Simplement, donc Maya, de mémoire, c'est une jeune fille qui est normande, blanche, qui a été recueillie par un couple d'intellectuels. Enfin, le père est médecin humanitaire, érythréen, par un couple d'Érythréens. Et cette jeune fille, elle va quand même vouloir retrouver ses origines. Donc elle vit en Érythrée, elle fait de brillantes études, etc. Et elle va vouloir, elle aussi, chercher, vous avez compris que les quêtes identitaires me parlent, donc elle va aussi chercher d'où elle vient. Et voilà, je trouve que ce personnage qui traverse comme ça l'œuvre est vraiment intéressant. Et puis il y a aussi quelque chose de jouissif dans l'inversion, au-delà du propos, encore une fois, politique important, c'est que tous les noms sont changés. Et c'est juste jubilatoire. McDo qui devient McDiop, voilà. Juste ça. Il y a plein d'exemples. Donc le Waberi, conseillé par le Waberi et le film Africa Paradis. Voilà, les deux à recommander. Donc on va s'arrêter là parce qu'on a vraiment débordé, on a fait beaucoup de temps là-dessus, sur cette première partie. Vous allez avoir 5 petites minutes pour aller les droguer de la fumette. Voilà. 5 petites minutes, le temps qu'on s'installe. Donc, juste pour rappeler, donc, ce soir on a parlé de René de Disease, qui a été recommandé vraiment par tout le monde, par nous tous. On a eu le Lauren Bucks, qui a été là aussi vraiment plébiscité. Vraiment pour moi c'est vraiment le livre à lire. Voilà, c'est le Lauren Bucks pour moi aussi. Nous avons parlé donc des chroniques de l'Empire des chroniques de l'Empire Tout, qui pour le coup, allez-y parce que c'est vraiment un projet intéressant et c'est quelque chose qui mériterait d'être porté, les chroniques de l'Empire Tout. Nous avons parlé du Mike Resnick, on va dire que le plus mitigé. On va dire ça, c'est le plus mitigé de la sélection de ce soir. Et puis c'était tout bon. Et puis donc, on va recevoir maintenant Capitaine Alexandre et le Waberi, bien sûr. Voilà. Donc 5 minutes et puis on se retrouve. N'hésitez pas à grignoter, à vous servir à boire. Effectivement, c'est la maison qui régale, donc il y a de quoi boire et de quoi. Les mots de l'âme, les mots de l'homme, l'écume des jours, l'éclat des nuits. Moi, le gitan noir aux ailes mutilées, j'habite au hasard du chemin, j'habite un matin de lumière au mi-temps des ténèbres, j'habite l'aube souriante défiant le crépuscule d'un regard mauve au seuil de la mort, j'habite un solo de trompette inachevé, le long soupir d'un
poème écrit à l'encre sèche d'un rêve avorté, une sonate au plus clair de la lune. J'habite une note de Cora habillant l'émotion du mot perle, l'amour que l'on parle à deux. J'habite au croisement de la nuit et du jour. J'habite au pied d'un vers, au cœur d'un corps de texte, au beau milieu d'un mot et sur un vieux piano sans dents. Je compose des airs de musique bleue pour tous les oubliés, exilés, damnés de la terre, enfants de l'univers, filles et fils de l'absence, orphelins qui trinquent et craquent ou traquent leur destin et la lumière des aurores de satin. Gitan noir aux ailes mutilées, j'habite au centre de la terre, à la frontière du doute et de la certitude. J'habite au carrefour du silence et de la parole. J'habite au carrefour du silence et de la parole. J'habite l'art, là-haut, là où je vis, là où je vibre, outre-mer, outre-tombe, autre monde. J'habite au carrefour du silence et de la parole. Et dans un frisson, je brûle le mot masque et redeviens un Junju Jin et l'eau à de feu. J'ai besoin d'art comme d'autres ont besoin d'argent. J'ai besoin d'art comme d'autres ont besoin d'air pur. J'ai besoin d'art comme d'autres ont besoin d'air nouvel, d'air libre. J'ai besoin d'art comme d'autres ont besoin d'argent. Besoin d'art comme d'autres ont besoin d'air pur. Besoin d'art comme d'autres ont besoin d'air nouvel ou d'air libre. Gitan noir aux ailes mutilées, j'habite. La résonance du monde.